on se retrouve pour Face à Michel Onfray, notre rendez-vous du week-end sur CNews et sur Europe 1 désormais. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. Ravi de vous retrouver pour cet entretien radio-télévisé. On va passer une heure à dialoguer, à introduire un peu de philosophie dans les vagues de l'actualité de la semaine, si vous le voulez bien. On va parler de la mort de Bernard Pivot, vous le connaissez bien, vous l'aimiez bien, animateur phare d'Apostrophe, de Bouillon de Culture, amoureux de livres, de football et de bonne chère, le dernier des éducateurs populaires à la littérature, dites-vous, on va l'évoquer dans un instant. Le rire, peut-on rire de tout ? La question se pose à la lumière de ce qui se passe autour de certains militants qui se font passer pour des humoristes et qui ne sont pas drôles. Comment est-on passé du rire au ricanement ? Qu'est-ce que le rire ? Voilà des thèmes de philosophie qu'on va aborder aujourd'hui. La liberté d'expression, évidemment, une valeur qui vous est chère, Michel, qui était l'objet de la rencontre à laquelle vous avez participé il y a quelques jours à Perpignan avec Éric Nolot. Pourquoi cette notion fondamentale de notre République est à ce point-là stigmatisée aujourd'hui et par qui ? Enfin, De Gaulle, bien sûr, notre héros national, à la faveur des commémorations du 8 mai 45 et avant les célébrations du débarquement de juin en Normandie. La guerre est gagnée, voici la victoire, c'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. On réécoutera un extrait de son discours radio du 8 mai 45. Et puis on entendra aussi Philippe Séguin qui, des années plus tard, en 1992, alors qu'il bataillait contre le traité de Maastricht pour préserver la souveraineté de la France, rappelait qu'on ne joue pas impunément avec les peuples et leur histoire. Il dénonçait une Europe technocratique, c'est absolument prémonitoire. Et ça, vous me l'avez souvent dit. Voilà pour le menu. Michel Onfray, tout va bien ? On y va ? On se lance. On commence par un tout petit mot, si vous le voulez, sur les manifestations pro-palestiniennes qui se sont déroulées encore cette semaine, que ce soit à Sciences Po ou la Sorbonne, où les forces de l'ordre ont procédé à de nombreuses interpellations. Ça a été aussi l'occasion d'un échange musclé entre deux hommes politiques. D'un côté, François-Xavier Bellamy, tête de liste Les Républicains aux Européennes, et de l'autre, Louis Boyard de la France Insoumise. On va écouter un extrait de ce dialogue au milieu des huées des manifestants. Des gens qui sont incapables depuis le 7 octobre de dire que le Hamas est une organisation terroriste n'ont aucun honneur. Écoutez, voilà, je le dis, c'est bon, je le dis. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que vous condamnez le fait, est-ce que vous condamnez que 15 000 enfants venu pour rien, vous voyez, un député de la France Insoumise a reconnu que est-ce que vous condamnez le fait que 15 000 enfants aient été tués par Israël ? Ces chiffres ils viennent d'où, monsieur Boyard ? C'est Israël qui les bombarde. Vous voyez, vous êtes incapable de répondre à la question. Voilà pour un tout petit extrait de ce dialogue qui a duré plusieurs minutes en réalité. Est-ce qu'il a eu raison, M. Bellamy, de ne pas laisser le terrain libre, le champ libre réellement à la France Insoumise ? Sur le principe, il a eu raison. Et puis je rappelle qu'on a ici quelqu'un qui est, je crois, agrégé de philosophie, et puis quelqu'un qui est un peu, je dirais, désagrégé d'un petit peu de tout. Et on voit... Mais qui est député ? Oui. Ah oui, mais qui est député. Oui, vous savez, les découpages électoraux qui permettent à certains d'être sûrs d'être élus parce que ça a été fait... Le suffrage universel, Michel. Oui, mais on peut avoir un regard critique aussi sur le suffrage universel. C'est quand même étonnant que les ciseaux aient si bien fonctionné pour fabriquer des circonscriptions sur mesure à tel ou tel, qui ne seraient pas élus si vraiment il y avait une élection au suffrage universel autrement pratiquée. Mais enfin, le problème n'est pas là. Il est qu'effectivement, on a d'un côté quelqu'un qui parle correctement le français, qui a des arguments, qui développe, et puis de l'autre côté, quelqu'un qui veut s'y faire et qui nous donne les chiffres du Hamas, quoi. Et immédiatement, pour ne pas répondre à la question, il pose une autre question, et c'est une autre question qui fait partie des éléments de langage de la France Insoumise. Bon, moi j'ai vu ça assez régulièrement, vous avez des gens qui vous insultent, et puis après ils s'en vont. On va en parler, et donc, vous avez vécu ça. Là on est un peu dans la même logique, c'est-à-dire que moi je souhaiterais du débat, et je souhaiterais qu'on puisse même interviewer des jeunes comme ça, en disant, mais dites donc vous là qui défendez la cause palestinienne, on va parler de la Palestine. Expliquez-nous ce qu'est la Palestine, expliquez-nous ce qu'est la cause palestinienne, expliquez-nous... L'histoire, parlez-nous un peu d'Yasser Arafat, expliquez-nous les accords de paix, qu'est-ce qu'il y avait par exemple en Israël à telle époque ou dans les terres de Palestine, qui était le grand moufti de Jérusalem, qui a collaboré avec Adolf Hitler, etc., pour qu'on puisse avoir la certitude, un peu comme des gens qui passent le permis de conduire, quoi. Pour avoir le droit de conduire, il faut montrer qu'on en est capable. Il y a un moment donné où il faudrait qu'on puisse montrer qu'on est capable d'être député. Il ne suffit pas d'être élu par les jeux que je viens de signaler tout à l'heure, juste faire savoir qu'on connaît un peu l'histoire, on connaît un peu la politique, et qu'on oppose des arguments aux arguments et non pas des vociférations aux arguments. Il ne s'agit pas seulement des députés, il s'agit aussi de ceux qui manifestaient ce jour-là, non seulement devant le Sciences Po ou la Sorbonne, mais surtout place de la République. Je vais vous faire écouter des slogans que je trouve absolument inacceptables, qui ont été tenus donc place de la République, qui disent Varsovie, Treblinka, Gaza. On n'avait dit plus jamais ça. Écoutez et on réagit. Varsovie, Treblinka et maintenant Gaza. On avait dit plus jamais ça.
Car, et maintenant Gaza, on avait dit plus jamais ça. C'est insupportable de comparer ce qu'a été Treblinka, qui était l'un des 6 camps d'extermination des nazis, où des millions de juifs ont péri, à ce qui se passe à Gaza, Michel Onfray. Oui, mais on ne va pas faire de la morale moralisatrice en disant c'est bien, c'est pas bien, mais faisons un peu de travail philosophique, c'est-à-dire un travail généalogique. D'où ça vient, cette phrase-là? C'est une formule, elle a été écrite, elle a été pensée. Elle leur a été donnée réfléchie. à ces jeunes. Bien sûr, c'est un élément de langage. C'est un élément de langage. Il y a le mégaphone, et puis il se met à beugler quelque chose, tout le monde reprend, et puis voilà, ça sert de pensée. Je veux dire que si vraiment on veut remonter en arrière et contextualiser, ça fait à peu près une trentaine d'années, et qu'on fait un mauvais usage de la question juive, pour utiliser la formule de Marx. C'est-à-dire que quand on utilise Oradour-sur-Glane n'importe quand, pour n'importe quoi, la Shoah pour n'importe quand, n'importe quoi, et beaucoup la gauche, qui nous ont fait savoir que Marine Le Pen, c'était Oradour-sur-Glane, et puis que c'était aussi la Shoah, et puis c'était la division d'Asreich, et puis Emmanuel Macron lui-même instrumentalisant tout ça. Il y a un moment donné où, quand on fait plus d'histoire, qu'on instrumentalise la question juive, il est normal que des gens un peu abrutis puissent tenir ce slogan-là, parce que dit-il, ce slogan-là? Il nazifie les Juifs. C'est-à-dire, il y a quand même un moment donné où il faut faire de l'histoire. Alors c'est exactement la même chose avec les éléments de langage du génocide. Ces gens-là, Boyard et autres, nous disent qu'il y a un génocide. Je rappelle quand même que le génocide, c'est la volonté de détruire intégralement un peuple. C'est leur ami Robespierre qui avait fait ça pour les Vendéens, en disant pas un Vendéen ne doit échapper au couteau. Les femmes, les enfants et évidemment des gens qui n'en peuvent mais, quoi. Là, si vraiment il y avait un génocide, c'est pas seulement sur Gaza qu'il y aurait des problèmes, c'est sur la Cisjordanie. Il faudrait détruire les Juifs, les Palestiniens. Eh bien, il y aurait aujourd'hui des traitements militaires sur la Cisjordanie. Il n'y a rien sur la Cisjordanie. Ça n'est donc pas un génocide. Et ce sont des éléments de langage retournés par tous ces gens-là qui estiment qu'ils instrumentalisent la Shoah à des fins antisémites. Et ça fait des années qu'on les laisse faire parce qu'effectivement, en banalisant, il y a un moment donné où quand on veut crier vraiment au loup, on ne le peut plus parce que de toute façon, plus personne ne sait ce que c'est que la Shoah, enfin plus personne. Dans la jeune génération, très peu savent exactement ce qu'elle est et peuvent dire ces choses-là en se trouvant convaincus qu'effectivement, le ghetto de Varsovie, que le camp d'extermination de Treblinka et ce qui se passe sur la bande de Gaza, c'est exactement la même chose. Rima Hassan, qui est la candidate sur la liste des Européennes pour la France Insoumise, a même tweeté, mais c'est un peu sa marque de fabrique, de créer comme ça de la polémique. Ce que fait Israël à la Palestine n'est pas très différent de ce que la France faisait à l'Algérie. C'est une tentative de mêler toutes ces histoires et ces passés. Je peux continuer sur ce sens-là, c'est-à-dire on ne fait pas d'histoire, on ne fait plus d'histoire. C'est-à-dire la guerre d'Algérie, si on confie l'écriture de l'histoire de la guerre d'Algérie à Benjamin Stora, on sait comment elle sera écrite. Donc il faut écrire vraiment l'histoire de la guerre d'Algérie, en n'ayant pas peur du pouvoir algérien. Moi je distingue bien le pouvoir algérien du peuple algérien, pardon. Quand il m'est arrivé d'aller en Algérie, c'est un grand peuple, c'est un beau peuple, ce sont des gens cultivés, francophones, qui ont vraiment le désir de la France, qui regardent la télévision française, etc. Et puis vous avez au pouvoir une mafia qui, elle, a intérêt à laisser croire que la guerre d'Algérie n'est pas terminée, qu'il n'y a pas eu des accords d'Évian. Je rappelle que depuis 1962, l'Algérie est indépendante. Qu'a-t-elle fait de cette indépendance, l'Algérie? Je veux bien que nous soyons coupables de tous les maux, mais même Simone de Beauvoir, en 1972, dans un livre qui s'appelle Tout compte fait, dit on n'a quand même pas fait ce qu'on a fait aux côtés du FLN pour obtenir ça, c'est-à-dire des femmes voilées, une arabisation de la société, et puis l'islam qui devient religion d'État. C'est Simone de Beauvoir elle-même qui fait cette critique. Même les gens de gauche aujourd'hui ne sont pas capables de renvoyer Simone de Beauvoir en disant c'est peut-être pas l'Algérie qu'il nous aurait fallu défendre. Alors évidemment, quand cette dame défend l'Algérie, la colonisation, etc., ce sont toujours des éléments de langage. Faisons vraiment de l'histoire et nous verrons combien le FLN a massacré de gens du MNA, du mouvement national algérien, combien les musulmans se sont massacrés entre eux pour avoir la domination sur le mouvement d'indépendance en Algérie et qu'on arrête d'accabler sans cesse les Français. Il y a eu beaucoup de morts parmi les Algériens qui ont été commis, ces morts, par des Algériens eux-mêmes pour des raisons d'indépendantisme. Voilà pour ce qui était de l'Algérie. Juste un mot de l'antisémitisme, parce que cette semaine, il y avait le dîner annuel du CRIF. Le Premier ministre Gabriel Attal a pris la parole, notamment à l'Assemblée nationale, parce que les actes d'antisémitisme ont littéralement explosé dans notre pays depuis le 7 octobre. J'aimerais juste qu'on écoute un tout petit extrait de son discours à l'Assemblée nationale où il dit « La France n'a jamais détourné le regard ». Écoutez-le. Jamais la France n'a détourné le regard. Nous n'avons pas détourné le regard de l'attaque terroriste abominable commise par le Hamas le 7 octobre en Israël. Et nous ne détournons pas le regard de la situation humanitaire dramatique à Gaza. Je vous remercie, Monsieur le Président Chassaigne, d'avoir fait mention des otages israéliens et français à Gaza. Je le dis parce que c'est tellement rare, venant malheureusement
de la NUPES, et notamment de la France Insoumise, qui n'a jamais de mots pour nos otages. Et je le dis, ces indignations sélectives, elles doivent cesser. Elles doivent cesser de la part de ceux qui font toujours entendre une voix contre Israël, mais qui sont sans voix face au Hamas et à ces exactions qui sont commises. Voilà pour Gabriel Attal, des indignations sélectives. Vous validez ou pas, Michel Onfray ? Non, parce que moi j'ai vu l'intégralité de son intervention et j'ai presque pensé pendant la première partie que j'aurais plaisir à dire du bien de Gabriel Attal, parce qu'il nous disait effectivement qu'il fallait aller voir du côté de la France Insoumise. Et puis après, il n'a pas pu s'empêcher d'aller voir du côté aussi du Rassemblement national. Il les a renvoyés dos à dos. Voilà. Ben, il fait de la politique politicienne. Et puis en même temps, il met un coin là entre le Parti communiste français et puis la France Insoumise. Il était déjà le coin. Oui, non, mais enfin, c'est une façon de dire faisons exploser ça. Si le PC pouvait se prendre 2 points de plus et si Mélenchon pouvait se prendre 2 points de moins. C'est de la politique, vous avez raison. C'est de la politique politicienne. Et là encore, on instrumentalise. Je disais tout à l'heure qu'on avait malheureusement instrumentalisé la question juive depuis des années. Ça continue. Ça continue. Allez, on est dans Face à Michel Onfray aujourd'hui sur CNews et sur Europe 1. Michel, on va parler maintenant du rire et de la liberté dans cette émission. Est-ce que ce sont deux notions qui sont, la liberté d'expression bien sûr, deux notions qui sont compatibles? Est-ce qu'on peut les dissocier ou pas? On va écouter la réponse de Rachida Dati, ministre de la Culture, interpellée à l'Assemblée nationale sur la liberté d'expression à la lumière de ce qui s'est passé à Radio France, où un pseudo-humoriste qui s'appelle Guillaume Meurice a été suspendu d'antenne après avoir réitéré un jeu de mots sordide sur Benjamin Netanyahou, Premier ministre israélien, qui serait selon lui un nazi sans prépuce. On va écouter Madame Dati et je vous passe la parole. Et sur le sujet justement de l'humour dans les médias est à évoquer avec mesure, mais sans aucune caricature. Moi, ça ne me fait pas rire. Non, justement, ça ne me fait pas rire, monsieur le député. En octobre 2023, l'Arcom avait mis en garde de manière très argumentée. Je vous renvoie aux détails de sa décision. France Inter, suite à la chronique de Guillaume Meurice. Ces éléments étaient parfaitement connus et aussi, de manière aussi rapide de Guillaume Meurice. Malgré cela, Guillaume Meurice a refait sa chronique à l'identique. Et donc, s'imposant à nouveau soit un signalement, donc une saisine de l'Arcom, voire à une sanction de l'Arcom, Radio France ne pouvait pas ne pas réagir. Michel Onfray, ma question c'est est-ce que l'on peut rire de tout? Si c'est drôle, oui. Le problème avec ces comiques, c'est qu'ils ne sont pas drôles. On peut en passer beaucoup. Sont-ils comiques ou militants d'ailleurs? Ça c'est une autre question. Non, ils sont comiques et militants, ça existe. On sait bien que Guy Bedos était un comique et il était aussi militant, et Thierry Leluron, comique et militant lui aussi, l'un à gauche, l'autre à droite, et ça n'était pas gênant parce qu'on savait un petit peu quels étaient leurs excès et leurs erreurs, et c'était pas très grave. L'important c'est la rose, enfin je vous souvenez de ce moment qu'avait mis, je crois, Jacques Martin en ébullition, ils ne savaient pas du tout comment gérer cette chose-là. Non, moi ce que je reproche à ces humoristes, c'est de ne pas être drôles. D'accord. Alors, ils peuvent être payés par l'argent public, mais vous prenez le texte de Guillaume Meurice et vous n'y mettez pas le ricanement. Parce que finalement, ce sont des gens qui écrivent des textes, ils ne sont même pas capables d'improviser. Mais ils écrivent des textes avec un ton de ricanement, on appelle ça de l'humour. Donc on est passé du rire au ricanement, oui, c'est ça. C'est-à-dire vous enlevez le ricanement, vous lisez le texte et c'est un tract. C'est un tract et c'est toujours les mêmes qui prennent et c'est toujours les mêmes choses qui sont dites. Le fascisme, c'est Marine Le Pen. La gauche, c'est toujours des gentils. Et puis un petit peu contre Macron parce qu'il trouve que c'est pas assez de gauche. Et puis on y a droit. Mais bon, il le ferait avec humour, ce serait très bien. Mais ça n'est pas drôle. Ils ne sont pas drôles. Moi, je me souviens que Coluche était capable d'inventer, d'improviser. Il était sur Europe 1, je crois, où il n'écrivait pas ses plaisanteries. Absolument. Donc il était obligé de les inventer. Là, on voit bien quelques dérapages à la clé, mais bon. Oui, mais aujourd'hui, ça serait plus possible. Aujourd'hui, ça pourrait. Non, c'est plus possible. Ben oui, mais voilà. Ce qu'on appelle les dérapages, il faut les tolérer, les accepter aussi. Moi, je suis contre la censure de Guillaume Meurice. Juste dire que c'est pas drôle, voilà, c'est juste pas drôle. Mais en même temps, si on écoute France Inter, on sait quel type d'humour il y a. Si on écoutait Radio Courtoisie, qui est des comiques à Radio Courtoisie, on connaîtrait aussi leur humour. Mais si on écoute Europe 1, on a Gaspard Proust et on sait très bien ce qu'on écoute. Et là, c'est drôle, c'est intelligent et c'est cultivé. Quelle est la fonction du rire? Alors là, peut-être plaçons-nous sur un plan plus philosophique, Michel Onfray. Qu'est-ce que le rire? Écoutez, on parle toujours de Bergson qui nous dit c'est du mécanique plaqué sur du vivant. Là, c'est pas très facile à comprendre parce qu'on pourrait imaginer qu'aujourd'hui, si on vous met un implant dans le cerveau, c'est du mécanique et c'est plaqué sur du vivant, que c'est très drôle. Les puces d'Elon Musk, donc ça marche pas très bien. Les implants neuronaux. Ben oui. Et donc, c'est pas franchement le meilleur livre de Bergson. Il y a un moment donné où on attend des choses.
Et si quelqu'un marche, on attend qu'il se déplace d'un point à un autre, quoi. Et s'il trébuche, évidemment, il y a quelque chose qui se passe entre A et B. Et c'est ça c'est l'inattendu qui surgit. C'est le surgissement de l'inattendu. Donc, dans des plaisanteries, des jeux de mots, les contrepétries, par exemple. Vous dites quelque chose. Quel beau métier, professeur. C'est une contrepétrie. Mais il y a une fonction dans le rire ? Oui, évidemment, c'est de produire cette détente. C'est de faire de telle sorte que du tragique surgisse quelque chose qui le rend drôle, et qui nous fait rire ou sourire. Alors après, il y a du comique politique, c'est-à-dire qu'il y a eu pendant très longtemps des bouffons du roi, qui avaient la marotte. La marotte, c'était l'équivalent du sceptre pour le roi, et qui accompagnait le roi, qui pouvait dire au roi un certain nombre de choses. Oui. Vous avez vraiment la possibilité de le critiquer. Guillaume Meurice, si vraiment il était très critique et très drôle et très libre, ça se saurait, et ce serait un bouffon, et on pourrait vraiment le payer avec l'argent public. Simplement, il y a un moment donné où le roi peut dire stop. Ça suffit, et de temps en temps, il y a des bouffons pour lesquels ça s'est mal fini, ça s'est mal terminé. Je ne pense pas qu'il y ait des bouffons en Corée, qu'il y en ait en Russie, qu'il y en ait en Iran, par exemple, mais on en a à France Inter. Encore un tout petit mot sur le rire. Est-ce que le rire rend heureux ? Ou pas forcément, ce qui nous amène à la réflexion. Et puis, c'est véritablement ce qui nous différencie de l'animal. Oui, on le sait. Hein, on le sait, mais Aristote et la phrase reprise par Rabelais, le rire est le propre de l'homme, mais simplement, il y a des comiques drôles et d'autres pas drôles. Moi, je ne suis pas, par exemple, la scatologie ne me fait pas rire. Non. Mais je ne vais pas en accuser certains, mais on sait que certains sont capables de faire rire des salles entières uniquement avec des blagues de petits garçons qui découvrent toutes ces parties, etc. Bon. Et puis, il y a des comiques qui ne passent plus. Quelqu'un comme Raymond DeVos, par exemple, ça n'existe plus, ce jeu avec le langage. Mais il faut aussi connaître le langage, la syntaxe, la grammaire. Et quand, des proches, ce serait compliqué. Des proches, ce serait probablement compliqué. Je ne pense pas que Desproges était un homme de gauche, mais il a bien caché le fait qu'il était un homme de droite, donc ça pouvait éventuellement passer. Et puis à un moment donné, il plaisante sur le cancer, puis on découvre qu'il a lui-même un cancer. Donc ça autorise à dire un certain nombre de choses comme celle-ci. Et puis des gens comme Fernandel qui font plus rire, par exemple. On écoute les plaisanteries de Fernandel. Parce que c'est désuet. Ou de Bourvil. Parce que Fernand Reynaud aussi, par exemple. Oui, parce que c'est désuet, parce que ça ne marche plus. C'est-à-dire le comique, il est daté. Et ce que des gens comme Guillaume Meurice ne savent pas, c'est que leur comique est déjà daté. C'est du comique des années 1970 du siècle dernier. C'est un comique contemporain de Georges Marchais, de Raymond Barre et du premier Chirac. Donc on a juste envie de leur dire inventer un peu, ce que fait d'ailleurs bien Gaspard Proust, qui lui est un vrai comique de son temps. Encore une facette du dossier de la liberté d'expression qu'on est en train d'explorer avec vous, Michel Onfray. Ce qui s'est passé à Perpignan lors du premier printemps de la liberté d'expression auquel vous avez participé, et il était organisé et présidé par Éric Nolot. Des débats ont été perturbés par des militants, de la mouvance sans doute d'extrême gauche. On va écouter une toute petite séquence et puis vous allez nous dire comment vous, qui étiez sur scène, avez ressenti ce qui s'est passé dans la salle. D'accord. Voilà. Ça s'appelle un troupeau de meute. C'est une meute, c'est un comportement de meute. Voilà, pour expliquer à nos auditeurs, vous êtes sur scène avec Éric Nolot et des gens se lèvent en brandissant des pancartes. C'est pour ça que vous dites c'est un comportement de meute. C'est-à-dire voilà, ils ne sont pas là pour dialoguer. Oui, bon, je découvre, mais je découvre l'image. Oui, de l'autre côté. Il y a eu avant et il y a eu après. Et donc, il y a des gens qui ont sifflé, puis des gens qui ont fait des houes, etc. J'ai dit, vous sifflez comme des oiseaux, c'est pas terrible. Et vous faites des houes comme des chouettes, des hiboux, puis ils s'en vont. Puis je dis, maintenant, vous chassez en meute. Enfin bon, ça a été... Voilà. Puis une dame qui dit, je vous ai fait un long poème, où elle a commencé à me traiter de facho. Et évidemment, ça a ennuyé tout le monde. J'ai dit, non, laissez parler la dame, quoi. Puis après, j'ai dit, bah oui, vous avez révolutionné la poésie, un poème comme ça, on n'avait jamais vu. Donc, j'ai traité par l'humour, par l'ironie, et pas du tout par... donc, il faut voir dans quelle configuration ça se joue, parce que ce que ces gens-là montrent, c'est qu'ils ne veulent pas du dialogue. Moi, je veux bien traiter de facho. Facho, c'est fasciste. Fasciste, c'est quoi ? Je porte la chemise brune, je défends une idéologie contre la démocratie, contre la République, contre les Juifs, etc. Ce sont ces gens-là qui sont des fascistes, des vrais. Je rappelle quand même que dans le national-socialisme, il y a socialisme. Je rappelle quand même que celui qui invente le fascisme, Mussolini, vient du socialisme, et que ces gens-là devraient quand même s'interroger. Ce sont eux aujourd'hui qui refusent le débat, la démocratie, la République, l'échange, le dialogue, parce qu'ils insultent, ils s'en vont. Quand j'ai commencé à répondre, la dame est partie. Les autres, ils ont balancé comme les oiseaux, les animaux, ils font leurs petits excréments, disant je balise mon territoire et je m'en vais. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas dialoguer. Ils ne veulent pas débattre avec vous. Ils ne veulent pas dialoguer, ils ne veulent pas débattre.
débattre du simple fait que nous soyons à Perpignan. D'abord, moi, j'ai répondu amicalement à Éric Nolot, que j'aime beaucoup, et qui m'invite à un débat. J'y vais. Puis après, sur la liberté d'expression. Sur la liberté d'expression. Et après, un peu naïf, on me dit, quoi, tu vas chez Louis Alliot? Je dis non. Tu vas à Perpignan? Je dis bah oui, mais alors, c'est lui le maire de... Bon, Louis Alliot me pardonne, je ne savais pas qu'il était maire de Perpignan. Et alors, c'est-à-dire que j'ai vu une dame après, pendant les signatures, prof de philo, qui me dit oh, c'est formidable. J'ai dit à mes collègues, il y a Michel Onfray, ils m'ont dit oh, c'est bien, salut-le de notre part. Je dis bon, moi j'y vais. Les autres ont dit ah, non, j'y vais pas, parce que si on sait que j'y vais, etc. Donc vous voyez le climat de terreur. L'idée qu'on puisse penser la question de la liberté d'expression dans la ville dirigée par Louis Alliot, on est un fasciste. L'idée qu'on puisse réfléchir sur ce sujet dans une ville en ne sachant pas du tout quel est le montage financier, moi je ne sais pas quelle est la part de la municipalité dans cette manifestation, ça n'est pas possible. Mais vous pensez que c'est seulement lié au fait que ce soit dans cette ville-là, ou c'est généralement la liberté d'expression qui est mise en cause? Bien sûr, allons au-delà de moi. Ça a été le cas pour Alain Finkielkraut, ça a été le cas pour Sylviane Agacinski, ça a été le cas pour François Hollande, ancien président de la République. Je veux dire, on pense ce qu'on veut d'un des livres de François Hollande, mais il a été déchiré, déchiqueté quand même par des étudiants. Moi je suis contre ça, et même si le livre est mauvais, je ne parle pas de François Hollande, je le dis sérieusement, si le livre est mauvais, on le démontre. Et moi, je suis un libéral au sens 18e siècle du terme. C'est-à-dire, le libéralisme est devenu au 19e siècle avec le capitalisme ce qu'on sait, c'est-à-dire le pouvoir donné au marché. Mais le libéralisme au 18e, celui de Voltaire, si vous voulez, qui était aussi un libéral au sens économique, mais ça se tenait à l'époque, c'était la possibilité de dire parlons librement, publions librement, éduquons librement, quand il y avait une présence forte, une domination forte de la religion. Aujourd'hui, la domination forte de la religion n'est pas la religion catholique, c'est la religion de l'islam. Donc, l'affranchissement que souhaitait Voltaire aujourd'hui, à l'endroit des religions dominantes, c'est un affranchissement qu'on doit pouvoir souhaiter, nous aussi, aujourd'hui, justement, revendiquer la liberté d'expression pour ça. La liberté d'expression, voilà pour cette première partie de Face à Michel Onfray. On fait une petite pause, mon cher Michel, et on se retrouve, bien entendu, sur CNews et sur Europe 1. À tout de suite. Et on se retrouve pour la seconde partie de Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Michel, on a parlé il y a quelques instants de la liberté d'expression, de l'histoire, on va parler de littérature. Parce que Bernard Pivot nous a quittés cette semaine, journaliste incroyable, disparu à l'âge de 89 ans, animateur culte d'Apostrophe, de Bouillon de Culture. Il a aussi passé 15 ans à l'Académie Goncourt, 5 ans en tant que président. Il nous a fait tant lire, c'est le titre de Paris Match cette semaine, dans son très joli numéro. Je sais que vous l'aimiez beaucoup, vous avez été reçu à plusieurs reprises par Bernard Pivot. On va juste l'écouter. C'était en 1981, c'était l'introduction de l'émission Apostrophe. Écoutez. Bonsoir à tous. On m'a raconté cette histoire que je trouve délicieuse et que je voudrais vous raconter à mon tour. La scène se passe dans un lycée, probablement au fameux lycée Papillon. Un inspecteur demande à un élève de lui citer les noms de 3 grands Français qui se sont particulièrement illustrés au cours de l'histoire de France. Alors, l'élève n'hésite pas, il répond tout de suite Platini, Rocheteau, Lopez. Alors, évidemment, l'inspecteur marque un peu l'étonnement et lui dit je pensais que vous m'auriez cité, je ne sais pas moi, Rousseau, et puis Clémenceau, et puis De Gaulle. Oh, répond l'élève, si en plus il faut citer les remplaçants. L'émission de ce soir a pour thème comment donner le goût de l'histoire aux enfants et aux grands aussi. Voilà, Bernard Pivot, 1981. C'était une merveille, en réalité, cette émission. Et lui aussi. Oui. Oui, ça tenait aussi beaucoup à sa personne, à la qualité humaine de cet homme extraordinaire. Moi, j'ai eu l'occasion de le voir à plusieurs reprises. Et déjà, la première fois, quand je suis invité, ma maison d'édition, Grasset à l'époque, me dit tu te calmes, tu prends un bain chaud, tu restes dans C'était une épreuve, en vérité. Oui, c'est ça. C'était, attention, on joue gros. Et des millions de téléspectateurs à l'époque. Oui. Et je reste tranquillement, et d'un seul coup, le téléphone sonne, j'étais en train de lire, et c'était Bernard Pivot qui me dit « Bon, je vous appelle, parce que c'est votre première émission, vous allez voir, ça va bien se passer. » Une gentillesse incroyable. Par la suite, quand il a quitté la télévision, dans ces cas-là, vous savez, les gens vous tournent le dos, vous n'existez plus. À un moment donné, il a dit « Je ne ferai plus de livres, c'est un peu dommage. » Bon. Et moi, je l'avais contacté pour lui dire « Écoutez, j'ai découvert la philo avec vous. » Enfin, beaucoup de choses. Je veux dire, vous êtes nourri de certaines de ces émissions avec des rencontres avec des philosophes, lesquels, Michel Onfray? Jean Kelevitch, avec sa mèche rebelle, quand Pivot lui dit la philo, c'est quoi? Ça sert à quoi? À rien, ça sert à rien. Enfin, c'est sûr que si on fait, c'est quand même beaucoup mieux. Et puis, on se dit, c'est incarné. Il y avait la beauté de François Châtelet, avec ses demi-lunes, ses grands cheveux blancs, comme ça, sa calvitie, qui était en train de parler avec une veste en velours, si je me souviens bien. Il y avait Michel Serres, il y avait René Girard, il y a eu Bernard-Henri Lévy, Glucksmann,
Schumann, on découvre les nouveaux philosophes en 77 avec eux. D'un seul coup, la chemise échancrée de l'un, les baskets de l'autre, les cigarettes de l'époque, etc. Et puis, je crois que tous les philosophes, ou presque, y sont allés, sauf les institutionnels, Foucault, Deleuze, etc. Mais les autres qui ont fait franchir un pas à la philosophie en disant elle peut ne pas être universitaire, elle peut ne pas être ennuyeuse, pour rester poli, on les a vus chez Bernard Pivot, et c'était formidable. Moi, j'ai envoyé mon premier livre chez Grasset par la poste, parce que j'avais entendu Michel Serres parler des 5 sens chez Bernard Pivot. Il a été question de Château d'Yquem à cette occasion-là. Je peux le dire maintenant, il est décédé, mais je veux dire qu'il avait écrit des pages magnifiques, Michel Serres, sur Yquem. Il avait été invité par Alexandre de Lursalus à Yquem pour le remercier, et il a confié à cette occasion qu'il n'avait jamais bu d'Yquem. On a un peu les philosophes qui sont capables de vous parler du réel sans l'avoir expérimenté véritablement. J'aimerais juste qu'on écoute le générique d'Apostrophe qui nous a tous marqués. On va entendre les quelques notes du premier concerto pour piano de Rachmaninoff, voilà, que l'on entend. C'était la culture pour tout le monde. C'était un éducateur populaire à la culture. Je pense qu'on va écouter la musique. Allez-y. Oui, écoutez, il y a des beaux textes de Malraux. Enfin, ce ne sont pas tant des textes que ça a été dit, mais lors des inaugurations de Maison de la Culture ou ce genre de choses, où on parlait à l'époque de mass média. On ne parle plus de mass média aujourd'hui. Et où la télévision était un instrument formidable d'éducation populaire. C'est-à-dire que Malraux disait, avec le général de Gaulle évidemment, que l'Académie française, les grands lieux pouvaient arriver chez les gens les plus modestes. On pouvait avoir, quand mes parents ont eu une télévision, n'avaient pas les moyens d'acheter une télévision, mais les voisins leur en ont offert une, ils en avaient acheté une, etc. Le premier soir, c'était les Perses d'Eschyle. Vous vous rendez compte, avec Jean Prat, Jean-Pierre, je ne sais plus, mais je ne sais plus de qui est les mises en scène, qui étaient les auteurs. Mais d'un seul coup, les Perses d'Eschyle, avec une espèce de déclaration hiératique comme ça, Père a dit, c'est spécial. C'est-à-dire qu'en gros, l'idée de pouvoir avoir les Perses d'Eschyle à 20h30 sur le service public, on se dit, on ne prenait pas les gens pour des imbéciles. Donc la télévision, c'était un instrument d'éducation populaire. Et il a fait ça, Bernard Pivot, avec tous les sujets, politique, littérature, sociologie. Il a été drôle. Bien sûr qu'il a parlé de cuisine sur son plateau. J'ai même été... Et de football, il adorait le football. Mais... je me souviens, il arrivait avec sa valise et il disait, voilà, il va y avoir 4 personnes qui vont parler, chacun un quart d'heure, etc. Il avait ses fiches, il avait tout lu. Un jour, je ne veux pas dire que j'ai écouté toutes les émissions, mais un jour, il a invité quelqu'un qui avait traduit 2 volumes de Pléiade d'un roman chinois. Et il dit, c'est la première fois que je fais l'émission sans avoir lu l'intégralité, évidemment 2000 pages de Pléiade, plus les 4 ou 5 autres bouquins. Et de fait, il lisait les livres. Et parfois, quand certains auteurs qui n'écrivent pas leurs livres se trouvaient sur son plateau, il disait, oui, vous dites ceci, non, je n'ai pas dit ça, enfin, si, bien sûr, puis hop, il allait chercher à la fin. Il lisait vraiment, il lisait chaque mot, pas de la lecture en diagonale, comme certains font. Mais bien sûr, moi je l'ai entendu dire à l'occasion de cette, hélas, commémoration, qu'il lisait entre 300 et 400 pages par jour. Mais il ne faisait que ça. Mais quand même, c'est-à-dire vous avez des gens qui ont des plateaux télé qui s'occupent de livres et qui ne lisent pas les livres et qui ont des gens qui leur ont fait des... Il vaut mieux lire les livres quand on interroge quand même un auteur. Et puis qui ont parfois l'oreillette qui leur permettent d'avoir celui qui a lu le livre et qui pose effectivement les bonnes questions. Lui, il rebondissait, il était capable d'oublier une question parce qu'elle avait été traitée, mais d'en inventer une autre qui n'aura pas été traitée, mais qui se trouve induite par le propos qui aura été tenu. Et puis je dois rappeler quand même qu'il y a des choses extravagantes, c'est-à-dire que j'ai aussi vu cette émission de télévision, Bernard-Henri Lévy, invité avec Maurice Bardèche, collaborateur notoire. Un type qui n'a jamais, Bardèche, regretté d'avoir été collabo. Et les deux étaient sur le même plateau et se sont écharpés, mais toujours est-il qu'à l'époque, on pouvait faire se rencontrer. Ce dialogue-là, ce débat-là, et Maurice Bardèche. Existait. Impossible aujourd'hui. Quand on parle de Bernard Pivot, on peut aussi citer Jacques Chancel. C'était des grands passeurs de culture. Exactement, vous avez raison. Le Grand Échiquier, moi aussi, a fait une partie de ma culture, notamment de musique classique, où on avait des grands pianistes, des grands violoncellistes. Rostropovitch. Et puis, en plus de ça, Rostropovitch était capable de faire le spectacle en plus. C'était pas un Modiano de la musique, il était volubile. Et il y avait une espèce de façon pour les gens de communier, on voyait par les gens qui écoutaient, ou même Brassens. Je me souviens de Brassens, de Vos, Raymond DeVos, et la télévision rentrait chez nous, où on entrait sur le plateau. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas cette idée du « regardez-moi, c'est moi le Seigneur ». Bernard Pivot servait les livres, nombre de gens qui s'occupent de livres aujourd'hui se servent des livres. Lui, il était là, il disait « je fais un salon, rentrez, vous êtes chez vous ». Et où je suis chez vous et je fais ce salon littéraire. Et on avait l'impression vraiment qu'on pouvait, je sais pas, peut-être allumer une cigarette, boire un petit verre de vin en l'écoutant. Et ça a changé aujourd'hui tout ça, Michel Onfray. Oui, complètement. Ouais. C'est-à-dire que la télé n'est plus devenue un outil d'éducation à la culture,
Non. C'est devenu alors un outil. C'est un instrument de propagande wokiste la plupart du temps. J'ai vu l'autre jour sur une chaîne culturelle d'État une représentation d'une pièce de théâtre où Don Juan est. Enfin, on ne reconnaît plus personne. J'étais cet été à Bayreuth pour assister à la tétralogie. Je connais bien depuis très longtemps. J'écoute la tétralogie et là je ne reconnaissais pas qui était sur scène. Je dis qui sont ces personnages. C'est ça. Donc des personnages qui ont été ajoutés avec des enfants qui courent partout parce que l'or du Rhin c'était eux, etc. Donc aujourd'hui, c'est le prétexte à du wokisme. C'est-à-dire, là encore, je disais tout à l'heure que Pivot servait les livres alors que des gens se servent des livres. Vous avez aussi à une époque des musiciens qui servaient la musique, des metteurs en scène qui servaient la pièce de théâtre ou l'opéra. Aujourd'hui, ils se servent. Alors qu'ils inventent des opéras eux-mêmes, qu'ils créent des opéras avec des écrivains livrés, même qui s'inspirent de Don Juan, par exemple, où Don Juan est une femme de couleur, ou Sganarelle, etc. Ce que l'on voudra, ou le commandeur est en chaise roulante. Je n'ai rien contre ça, pourvu que ce ne soit pas fait dit et qu'on ne le fasse pas dire à Don Giovanni, enfin à Mozart, puisque le livret a été fait par Da Ponte et qu'il faut respecter ces choses-là. Donc je pense qu'aujourd'hui, effectivement, la culture est un instrument de domination sociale, loin de l'éducation populaire, que Pivot, il faisait pas le malin en disant je connais, il voulait juste dire j'ai envie que vous aimiez Maupassant, parce que Valéry Giscard d'Estaing va vous en parler, ou Zola, parce que François Mitterrand va vous en parler. Bon, c'était des émissions extraordinaires. Oui. Hommage à Bernard Pivot. Bien sûr. On continue d'en face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. On va parler de toute autre chose, Michel. La famille, les pères de famille. Parce qu'Emmanuel Macron, cette semaine, a donné une interview au magazine féminin Elle, dans lequel il a abordé beaucoup de sujets de société, notamment le fait d'imposer un devoir de visite pour les pères démissionnaires, ceux qui, après un divorce, ne viennent plus voir leurs enfants. On va juste écouter un tout petit extrait de ce que dit le président de la République et on va parler de la place du père aujourd'hui. Je veux qu'on puisse ouvrir ce débat qui est au fond à la fois un débat sur la parentalité et un débat sur l'égalité entre les femmes et les hommes, qui est celui d'instaurer un devoir de visite, un devoir d'accompagnement jusqu'à l'âge adulte des enfants. Quand il y a un père, il faut qu'il exerce tous ses devoirs et que la maman, quand elle est dans cette situation-là, puisse exiger des visites régulières. Elle doit pouvoir s'assurer que le père aussi, il est auprès de l'éducation nationale, dans les réunions parents-prof quand il faut, et qu'il est partie prenante de l'éducation de l'enfant. C'est un devoir d'être parent. Et c'est un devoir qui ne s'arrête pas au moment du divorce ou de la séparation. Voilà, c'est une évidence, mais il faut peut-être la rappeler de temps en temps. Michel Onfray. Peut-être déjà une question de méthode, c'est-à-dire que je ne comprends pas que... Enfin, je comprends, c'est une façon de dire, mais normalement les pères n'existent plus. Un père peut être une mère peut être un père, on nous fait savoir qu'une grand-mère peut être un père si elle le veut, enfin c'est le discours dominant. C'est dans l'idéologie dominante, c'est ça? Oui, absolument, il y a la théorie du genre, etc. Donc voilà, et là d'un seul coup on dit le père. Formidable, moi je suis pour le père. Et hommage pas qu'on oublie le père. Mais il a raison, simplement on aimerait bien qu'il puisse comprendre aussi que la GPA, c'est aussi la GPA de deux femmes sans père, c'est aussi un être à qui on dit tu n'auras jamais de père. Elle est interdite en France. Elle est interdite en France, elle est autorisée. On va pas recommencer sur la GPA. Elle est autorisée ailleurs, et quand elle est autorisée ailleurs, elle est tolérée en France. C'est une façon macronienne de dire vous n'avez pas le droit, mais vous avez tout de même le droit en même temps. Si les pères sont majeurs, essentiels, etc., quand je dis majeurs, qu'ils jouent un rôle de père, alors oui, il a raison, mais qu'ils le disent vraiment. Concrètement, là on dit devoir d'aimer. Devoir de visite, en fait. Oui, mais ça veut dire il y a combien de pères qui, une fois le divorce prononcé, se carapatent? Vous avez raison. Moi, et plus de nouvelles, plus de son, plus d'images. Faire quelque chose de très rapide et qui consiste à dire tous les pères qui ne paieront pas les pensions alimentaires iront en prison. Ah, mais il n'y a déjà plus de place en prison. Non, mais justement, on fait des trucs en disant... parce que ça, c'est très facile à faire, les pères qui organisent leur insolvabilité, les pères qui ne paient pas, et puis vous plaignez en disant ça n'arrive pas à la maison, etc. Le gouvernement a mis en place un prélèvement automatique pour les salariés. C'est ça, mais je veux dire, vous auriez un endroit où vous auriez 8 jours à réfléchir sur ces questions-là. Je vous assure que peut-être ça ferait réfléchir un certain nombre d'hommes qui s'en vont, et qui, une fois qu'ils ont trouvé, préfèrent 2 femmes de 30 ans plutôt qu'une de 60. Donc, effectivement, ils refont des foyers, et puis ils ont une nouvelle famille, ils ont des enfants qui ont l'âge de leurs petits-enfants éventuellement, etc. Et là, on dit on va décréter le devoir de père. Oui, mais la prison, ça n'arrangerait pas le lien familial. Mais je vous assure que... Non, mais il y a pas mal de pères de famille qui ne voudraient pas partir 8 jours. Je ne veux pas 2 ans de prison, entendons-nous bien. Mais je veux dire, des pères de famille à qui on dirait si vous ne payez pas, vous ferez un petit séjour de 8 jours en prison, je vous assure que les pensions alimentaires seraient versées. Et là, ce serait bien plus concret que de décréter le devoir d'aimer.
On ne décrète pas le devoir d'aimer, d'autant qu'aujourd'hui, on délègue l'amour. On délègue l'amour, par exemple, avec les personnes âgées, qu'on envoie dans des EHPAD. On ne veut plus d'hospice, donc on change tout ça. Et on dit maintenant, les vieux, on s'en débarrasse. L'affection, c'est des gens qui vont s'en occuper, on les paie pour ça. Je voudrais qu'il a raison de mettre un peu d'humanité, mais qu'il n'ajoute pas en même temps de l'inhumanité dans un certain nombre d'autres endroits. On est face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Michel Onfray, on va continuer à débattre de la place des pères. On a interrogé les Français sur cette idée d'imposer un devoir de visite pour les pères de famille démissionnaires. Écoutez les réponses des Français. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes dans ce qu'ils nous disent et je vais vous faire réagir après. Pour que l'enfant se sente en confiance, je pense que c'est important d'avoir la présence des deux parents. Forcer le père qui n'a pas forcément envie d'être présent pour son enfant, c'est pas forcément une bonne idée. Si le père a des antécédents de violence ou des choses comme ça vis-à-vis des enfants, évidemment, il vaut mieux éviter. J'ai toujours vécu avec ma mère, même quand mes parents se sont séparés, mais mon père a quand même été là et c'est une bonne chose. Pour l'accompagnement de l'enfant, je pense à mon frère notamment, l'accompagnement d'un papa, c'est important. Je pense que c'est un peu aussi à la volonté de l'enfant, s'il veut ou pas que son père soit présent. Il doit être là pour ses enfants et c'est important de les accompagner tout au long de leur vie, que ce soit à l'école, etc. Rien ne doit être par force, donc si une personne, que ce soit un père ou une mère, n'a pas envie d'être dans la vie de ses enfants, si on l'oblige, je ne pense pas que ça va faire du bien pour l'enfant, que le parent soit obligé à être impliqué. Donc pour moi, il ne faut jamais obliger. Michel Onfray, il y a plein de choses dans ce qu'on vient d'entendre. À la fois, c'est la volonté de l'enfant. Non, en vérité, c'est pas la volonté de l'enfant, c'est pas l'enfant qui décide. Par force. Est-ce qu'on obtient quoi que ce soit par force ? Mais non, bien sûr. C'est ça le problème. C'est-à-dire que si un père a décidé ou une mère, ça existe aussi. C'est-à-dire si un parent a décidé de s'en aller, c'est plus rare. C'est plus rare, Michel. Oui, on va ouvrir le débat. Non, j'ai pas de chiffre en tête, mais ça existe aussi. C'est comme la pédophilie. C'est toujours les pères. L'écrasante Il majorité. y a aussi des pédophilies, des cas de pédophilie avec des mères. On est entièrement d'accord. Oui, mais si on veut vraiment. Les femmes ne sont pas exemptes ni de violence ni de perversion. Absolument. Et donc, il y a des gens qui décident du jour au lendemain d'abandonner leurs enfants. Et ça ne les gêne pas du tout. Et c'est pas parce qu'un juge vous dira vous avez le devoir d'aimer vos enfants que vous allez les aimer. C'est-à-dire, ça se passe comment ? Vous allez au domicile, dans le domicile de la mère ou du père ou de celui qui est à la garde des enfants, ou dans un bistrot à côté, ou dans une salle de je sais pas quoi. Ça rime à rien. Cette façon d'inviter à la morale, en plus de ça, est problématique. C'est pourquoi je préfère que la loi soit respectée. Je pense que nous avons un arsenal français qui devrait bien pouvoir marcher sans qu'on fasse une révolution, et que les pensions alimentaires soient payées déjà. Ce qui est une façon de montrer, pas dire de l'affection, mais faire de telle sorte que les mères n'aient pas besoin, ou les pères, n'aient pas besoin de porter sur les épaules la totalité de la charge de l'éducation des enfants pendant que le monsieur est parti avec des gazelles de 30 ans. Michel Onfray, on va parler maintenant des commémorations de la fin de la Seconde Guerre mondiale, le 8 mai 1945. Le président Macron, toujours lui, a ravivé la flamme du soldat inconnu sur l'Arc de Triomphe pour célébrer ce 79e anniversaire. Avant de partir à Marseille pour accueillir une autre flamme, la flamme olympique, on va écouter, si vous le voulez bien, alors on a cette cérémonie qui est toujours, je trouve, très émouvante. On entendra tout à l'heure le chant des partisans. Voilà, à chaque fois, je trouve que c'est important de faire de l'histoire, en réalité, de rappeler ce que c'est le 8 mai 1945. Il y a des gens qui ne savent pas ce qu'est le 8 mai 1945. J'aimerais juste écouter le discours originel du général de Gaulle à la radio. Il était 15h, le 8 mai 1945, le général annonce la victoire aux Français. Écoutez. La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. L'ennemi allemand vient de capituler devant les armées alliées de l'Ouest et de l'Est. Le commandement français était présent et parti à l'acte de capitulation. Honneur, honneur pour toujours à nos armées et à leurs chefs. Honneur à notre peuple, que des épreuves terribles n'ont pu réduire ni fléchir. Honneur aux Nations Unies qui ont mêlé leur sang à notre sang, leurs peines à nos peines, leur espérance à notre espérance, et qui aujourd'hui triomphe avec nous. Ah, vive la France! Voilà, comme c'était incarné, comme c'était soulevé de terre, cette date du 8 mai 1945, de Gaulle. Oui, et il dit quelque chose qu'on ne dit évidemment pas aujourd'hui, c'est que cette guerre n'aurait pas été gagnée sans les soviétiques. Oui, il dit les alliés de l'Est et de l'Ouest. C'est pourquoi j'allais y venir en disant qu'il a une écriture de l'histoire qui est subtile, c'est-à-dire que pour qui sait entendre,
il y a un mélange de vérité historique et de légende. La vérité historique, c'est que bien sûr, il y a eu les Américains, mais moi qui suis né dans un village chambois où la poche de falaise s'est terminée, j'ai été éduqué très vite et très tôt par mon père sur le fait qu'il n'y avait pas que les Américains, il y avait les Anglais, il y avait les Canadiens, il y avait les Polonais qui ont beaucoup fait et dont on a assez peu parlé, et d'autres, des Néo-Zélandais, etc. Parce que il y a une espèce de jurisprudence du jour le plus long. C'est les Américains qui arrivent, et puis voilà, et c'est John Wayne qui arrive avec sa Jeep, et puis le crétin de français, c'est Bourvil qui est là. Et on se dit, la mythologie écrite par les Américains... Vous imitez bien Bourvil, oui. Mais j'ai de la peine à voir que la France, c'est ça, dans le jour le plus long. C'est incroyable. Mais les Soviétiques, jamais. Alors, là, d'autant plus qu'il y a la guerre en Ukraine. Alors, on les efface. Mais moi, déjà, j'étais pas de ceux qui pensaient que, puisque Poutine envahissait l'Ukraine, puisque ce fasciste rouge, aujourd'hui, on le voit faire défiler les chars avec le drapeau soviétique, le drapeau de la faucille et le marteau, a décidé d'envahir l'Ukraine, il fallait condamner Dostoïevski, Pouchkine, Tchaïkovski, Rachmaninov, etc. Qu'est-ce que c'est que ce délire, quoi ? Il y a un moment donné où l'histoire de la Russie, de l'Union soviétique, pour le coup, à l'époque où elle était soviétique, a rendu possible la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et quand le général de Gaulle... Le nombre de morts russes... Hélas, et bien sûr. Et donc, il y a un moment donné, on dit, ouais, on va inviter un ambassadeur ou je ne sais quoi. C'est un peu problématique. On ne peut pas inviter Poutine. Il est chef de l'État qui se débrouille. Et c'est son boulot. Je serai chef de l'État, j'y réfléchirai. Je crois que c'est je ne sais pas comment il faut faire. Je ne dis pas qu'il faut l'inviter. Je dis que peut-être il y a quelque chose à faire pour inviter quelqu'un qui serait l'occasion de dire que ces millions de morts soviétiques ne sont pas une quantité négligeable et opération de... Parce qu'il reçoit bien Xi Jinping, il reçoit bien, etc. Il a reçu Poutine en son temps, etc. Un chef de l'État, c'est pas quelqu'un qui a des vapeurs. C'est quelqu'un qui sait qu'il est l'incarnation d'un État et qu'il faut rencontrer ceux qui incarnent des États. On aura l'occasion d'en reparler au moment des commémorations du débarquement de juin en Normandie, parce que là, il y aura tous les chefs d'État alliés qui sont là. Je ne résiste pas au plaisir de vous faire juste écouter un tout petit extrait du chant des partisans qu'on a entendu le 8 mai cette semaine, entonné par la garde nationale. Parce que voilà, c'est toujours un chant mythique, évidemment, de la résistance française. Oui, alors bon... Il faudra aussi s'expliquer sur le rôle de la résistance dans la libération. Bien sûr. Elle est beaucoup symbolique et puis il y a des gens qui sont arrivés au secours de la victoire un peu tardivement. Moi, si j'aime le général de Gaulle, c'est parce que chez lui, ça commence le 18 juin 40. Exactement. Allez, on va continuer en parlant de l'Europe, évidemment, parce que c'est l'Europe de la paix. C'est celle qu'on nous a vendue. En tout cas, les pères fondateurs de l'Europe nous ont vendu, justement, le fait qu'il n'y aurait plus jamais de guerre mondiale comme la seconde. On va écouter ce que disait, alors, en 1992, on fait un petit saut dans le temps, Philippe Séguin, souverainiste, gaulliste, lorsqu'il bataillait contre le traité de Maastricht. Écoutez, il a des accents prémonitoires. Oui. Qu'on ne s'y trompe pas. La logique du processus, de l'engrenage économique et politique mis au point à Maastricht est celle d'un fédéralisme au rabais, fondamentalement antidémocratique, faussement libéral, résolument technocratique. L'Europe qu'on nous propose n'est ni libre, ni juste, ni efficace. Elle enterre la conception de la souveraineté nationale et les grands principes issus de la Révolution. 1992 est littéralement l'anti-1789. Beau cadeau d'anniversaire que nous font les pharisiens du bicentenaire pour les 200 ans de cette République qu'ils encensent dans leurs discours et risquent de ruiner par leurs actes. Quel discours, Michel Onfray. Génial. Ça, c'est un discours gaulliste. L'Europe ni libre, ni juste, ni efficace. Bien sûr. Mais moi, il fait partie des rares hommes politiques que j'ai rencontrés. Et il était à l'époque président de l'Assemblée nationale et on l'avait fait rencontrer en 80 au moment de Maastricht. Là, et il avait été formidable. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous faites chez ces gens-là, quoi ? Prenez le RPR et puis faites-en quelque chose. Mais il m'a dit, je viens déjà de la gauche, je ne peux pas. Et puis je suis pupille de la nation, j'ai le sens de la République, de l'autorité, etc. Ensuite, quand il y a le débat avec Mitterrand, il se laisse faire parce que Mitterrand instrumentalise très malade, sa maladie. On en a écouté un extrait il y a quelques semaines. Et donc, mais le pire dans cette affaire, c'est Chirac. Qui apparaissait sur scène avec des grands V comme ça, avec le général de Gaulle, la Croix de Lorraine. Ça, c'est un discours gaulliste. Chirac a dit, allez, on se rallie aux idées de Giscard d'Estaing, qui était européiste, fédéraliste, et de Mitterrand.
Et Chirac aurait très bien pu choisir cette option-là. Il aurait d'ailleurs pu nommer Jacques Séguin, Philippe Séguin, Premier ministre. Simplement, il a dit « Ah, il était insupportable, il balance les cendriers, moi je ne veux pas bosser. » Il avait du caractère. Mais oui, mais Chirac en avait aussi. S'il avait eu un peu le sens de la nation et de l'État, Jacques Chirac, il aurait dit « Cet homme porte un projet qui est vraiment le projet gaulliste, j'en fais un Premier ministre. » Et peut-être la France n'en serait pas là où elle est aujourd'hui. Il y a un sondage intéressant qui a été fait par l'IFOP pour Ouest France, Michel, sur l'Europe, qui dit qu'une majorité de Français expriment un sentiment négatif désormais à l'égard de l'Europe. 46% disent ressentir de l'inquiétude. 25% disent avoir confiance. 16% sont indifférents. 10% seulement optimistes. C'est quand même, ça veut dire que l'Europe est un motif d'inquiétude aujourd'hui. Ça veut dire que les gens ont compris au bout de 30 ans. C'est-à-dire que moi, il y a 30 ans, je disais ça. J'étais sur ces positions de Philippe Séguin, j'étais sur les positions de Jean-Pierre Chevènement, j'étais sur les positions de Philippe de Villiers, qui étaient les mêmes. Et simplement, les gens aujourd'hui découvrent que, ah ben oui, alors bon, évidemment, les gens qui ont 30 ans aujourd'hui, ils ne sont pas coupables de ne pas se souvenir. Ils n'ont pas forcément la culture de ces choses-là. Mais d'un seul coup, on ne discute plus sur des idées, on regarde juste. Et si vous dites l'Europe a décidé ceci, on se dit, oh, elle a sûrement décidé quelque chose contre moi. On voit que l'Europe, elle décide contre les peuples et pas pour les peuples. Bon, écoutez, on continuera à parler de l'Union européenne, parce que de toute façon, on est en pleine campagne des élections européennes et qu'on aura l'occasion de peut-être de revenir sur les programmes. Ça vous intéresse pour la prochaine émission, les programmes des candidats ? Volontiers, faisons ça. Bon, allez, merci beaucoup Michel Onfray pour cette émission Face à Michel Onfray sur Europe 1 et sur CNews. Bonne journée à vous sur nos deux antennes.